Bonjour à tous, bienvenue au grand rendez-vous européen CNews, les échos. Au programme ce matin, deux thématiques, deux problématiques propres à notre pays. Une dette abyssale et une sécurité défaillante. Pour les deux, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Dans une demi-heure, nous serons avec l'ancien ministre de l'économie, Alain Madelin. Il fait partie de ces personnalités politiques qui ont très tôt alerté sur cette addiction française à la dépense publique. Mais d'abord, bonjour à vous, Xavier Hofer. Bonjour. Criminologue, enseignant, écrivain. Votre diagnostic à vous est clair, il concerne notre sécurité. À l'heure d'un nouveau duo police-justice, Retailleau-Darmanin, votre expertise est la bienvenue. C'est votre grand rendez-vous jusqu'à 10h30. Pour vous interroger, je suis entouré de Jules Torres pour CNews. Bonjour Jules. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Et Stéphane Dupont pour les Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Xavier Hofer, le tout nouveau ministre de la Justice, Gérald Darmanin, veut isoler en prison les 100 plus grands narcotrafiquants. Un isolement renforcé sur le modèle appliqué aux plus grands terroristes, explique le garde des Sceaux. Est-ce un début de solution pour lutter contre le crime organisé ou bien une énième annonce sans grande perspective ? Ça ressemble à un élément de langage, vous savez. C'est-à-dire que nous vivons dans un état de droit. Ce que dit M. Darmanin est très beau, encore faudrait-il que cela soit possible. Les individus en question ont des avocats, il y a des lois, on met pas, il n'y a plus de lettres de cachet, vous comprenez, on ne met plus les gens en prison comme on veut, où on veut, quand on veut. Et donc, il faudrait que ça soit possible dans un premier temps. Et deuxièmement, il faudrait que un équilibre existe entre la capacité qu'a la justice, la pénitentiaire à appliquer les choses et le pouvoir énorme dont jouissent désormais les criminels en prison. Dans beaucoup de cas, les grands trafiquants et les grands bandits, on l'a vu avec M. Amra, il avait 17 téléphones, il se faisait venir sa chicha en prison, il trouvait le moyen de lutiner sa petite copine au parloir, enfin. Mais 100 détenus, ce n'est pas énorme comme chiffre. La France peut avoir les capacités de contrôler 100 individus. Les optimistes disent qu'il y a à l'heure actuelle 3000 personnels en moins dans la pénitentiaire. Il en faudrait 3000 de plus et les pessimistes, c'est 5000. Donc, où va-t-on trouver les gens et ne va-t-on pas être contraint de déshabiller Pierre pour habiller Paul? Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, c'est bien. S'il y arrive, c'est merveilleux. Mais en attendant, ça semble difficile pour des raisons juridiques. Je pense qu'il faut interroger des magistrats à ce sujet et des avocats qui vous diront si on peut mettre les gens comme ça dans une sorte de prison renforcée. Gérald Darmanin justifie cette proposition en disant qu'elle a marché pour notamment les terroristes, pour éviter qu'ils manigancent des attentats terroristes depuis les prisons. Est-ce que ça a fonctionné ? Alors, d'abord, pour les terroristes, il y a des lois spécifiques. C'est-à-dire qu'il y en a même eu un paquet, puisque quand on ne sait pas grand-chose quoi faire en matière de terrorisme, on fait une loi nouvelle. Donc à chaque attentat, il y en a une nouvelle, il y a un empilement. Vous savez, je dirige une collection de livres aux éditions du Cerf, et un de mes jeunes étudiants, qui est hyper doué en droit du terrorisme, a été obligé d'écrire un livre de 400 pages pour qu'on s'y retrouve, pour savoir que ce qui correspondait à quoi, tellement ça s'empilait, et tellement à la fin ça ne voulait plus rien dire. Donc ça a marché plus ou moins, mais le fait que ça marche dans une catégorie très spécifique, qui est celle des gens qui sont dans une catégorie de crimes où la récidive est naturellement très grave, où il y a la possibilité de contaminer les autres, vous savez, la contagion, le fait d'essayer de convertir les gens, etc., en prison, ce n'est pas du tout le cas des bandits. Stéphane Dupont pour les Échos. Gérald Darmanin fait aussi une autre proposition. Il dit qu'il va faire place nette dans les prisons en enlevant tous les téléphones portables qui circulent et qui servent parfois à des criminels à commanditer des assassinats ou à gérer leur trafic de drogue. Est-ce que là aussi c'est un effet d'annonce ou est-ce que selon vous, oui, on peut y arriver ? C'est un effet d'annonce. Nous travaillons avec des gens de la pénitentiaire, nous les criminologues. Au mois d'octobre, là, on est en décembre, au mois d'octobre, j'ai passé une journée entière à Fleury-Mérogis, ce que, entre nous et les gens qui travaillent là-dedans de la pénitentiaire, ont un courage et une ténacité héroïque, littéralement, je conseillerais pas ça à mon pire ennemi, quoi. Mais malgré tout, quand on parle avec eux, on s'aperçoit que dans les prisons, il n'y a pas de moyens. Il n'y a aucun moyen. Ces gens-là sont à peu près dépourvus de tout. Vous savez, l'affaire remonte à loin, hein. La pénitentiaire, c'est une annexe donc du ministère de la Justice, c'est une des directions du ministère de la Justice. Quand le général de Gaulle est arrivé en 1944,
il a tout de suite pris la magistrature en grippe parce qu'en 1940, ils avaient tous, les magistrats, voté pour prêter serment au maréchal Pétain, sauf un. Il y en avait à peu près 4000 à l'époque, il y a un qui a refusé de prêter serment. Et en 1944, ils étaient tous gaullistes. Alors, l'histoire de la Ve République est longue, et depuis qu'il y a le général de Gaulle, la justice a toujours plus ou moins été tenue à la portion congrue. Mais est-ce qu'elle est Ça allait du temps de Cassin. Est-ce qu'elle est souhaitable, cette interdiction des téléphones portables? Parce que vu l'état de la surpopulation carcérale, les conditions de détention, est-ce que si on retire tous les téléphones portables à tous les détenus, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'explosion dans les prisons compte tenu du manque de moyens que vous venez de souligner? On ne peut pas diriger un pays à partir de mesures comme ça visant à éviter la politique du pire, etc. C'est pas possible, vous comprenez. Monsieur Macron est arrivé au pouvoir, il avait promis en 2017 qu'il y aurait 15 000 places de prison nouvelles. À la fin de son deuxième quinquennat, si tout va bien, il y en aura eu 4 500. Parce que naturellement, entre-temps, il y en a qui se dégradent et il y en a qui tombent en ruine à un point tel que ça fait encore des cellules en moins, vous comprenez. Donc c'est une histoire qui n'est pas gérée sérieusement. C'est-à-dire que la justice en France est une justice clochardisée. J'ai beaucoup d'anciens étudiants qui sont de l'Institut de criminologie, qui sont devenus magistrats. Ces étudiants-là me disent dans quelles conditions ils travaillent. Je vais vous donner des cas concrets, on ne peut pas toujours être dans... Vous expliquez qu'il n'y a pas de moyens. Gérald Darmanin veut des moyens, il veut débloquer une enveloppe de 250 millions, celle qu'avait obtenue Didier Migaud lors du précédent gouvernement. Mais je vais vous parler d'un cas concret. Un procureur dans une grande ville du nord de la France où il y a 3 frontières dans son coin. Donc les bandits adorent ça parce qu'ils peuvent circuler comme ils veulent. Dans cette grande ville, il devrait être 15 producteurs. Ils sont 9. Il devrait avoir 30 dossiers sur son bureau pour travailler convenablement. Il en a 300. Comment voulez-vous faire? La France, par 100 000 habitants, a 4 fois moins de producteurs que la fois moins de procureurs que la Pologne. On a moins même que l'Albanie. Donc, il va falloir, à un moment donné, faire un vrai effort. Et bon, M. Il y a un effort qui a quand même été fait avec le précédent. Oui, j'y venais. C'est la grande réussite d'Éric Dupond-Moretti, c'est qu'il a fait augmenter le budget de la justice considérablement. Est-ce que c'est une affaire de moyens, finalement? Non, 8%, c'est pas considérable. Il y a encore des ressorts de justice. C'est pas mal, quand même. Depuis Emmanuel Macron, le budget de la justice a augmenté de quasiment 2 milliards. C'est beaucoup. Mais la théorie et la pratique sont deux choses différentes. Encore un cas concret, parce que 2 milliards, on jongle avec les milliards. Tout magistrat a sur son bureau un livre dans lequel il y a toutes les incriminations. Il y a, dans le droit français, 700 crimes, 8000 délits et 6000 contraventions à peu près. Et naturellement, ça augmente chaque fois qu'on fait des lois. Le dernier volume datait de 2017. Volume de chez Dalloz, que tout le monde a sur son bureau quand on est magistrat. Il a été refait pour 2023. Il est passé de 1500 pages à 2200 pages. Comment, à surface égale, à nombre de magistrats égal, à nombre de greffiers égal, comment voulez-vous faire face? La justice est face à un tsunami de nouvelles lois et de nouveaux décrets, et en face de ça, elle a un nombre de personnel qui augmente de temps en temps, mais peu, et avec des milliards qui augmentent peu aussi. Xavier Hofer, ce que vous nous expliquez ce matin, c'est que Gérald Darmanin est condamné à échouer? Non, il va falloir qu'il se batte comme un tigre pour obtenir de l'argent dans des quantités beaucoup plus importantes même que celles auxquelles il rêve. Et ça, mais il n'y a pas d'argent. On a un déficit considérable. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, on va en parler avec Alain Madelin tout à l'heure, c'est plutôt réduire la dépense publique. Et oui, ça, de l'argent partout. Vous parlez à un criminologue, il fait des diagnostics, il vous dit que le nombre de procureurs, le nombre de magistrats, vous savez, c'est important quand même. La clé de voûte de la société dans laquelle on vit, l'état de droit, c'est la justice. S'il n'y a pas de justice, c'est la loi de la jungle. Il n'y a pas d'alternative à ça. Donc il faut être conscient du fait que la situation à l'heure actuelle de la justice en France est déplorable, ce que les magistrats eux-mêmes me disent à chaque fois que je les vois, et que s'il y a peut-être une petite partie de la magistrature qui est extrémiste dans ses opinions, il y en a beaucoup plus qui sont désespérés, qui n'ont pas les moyens de travailler, qui restent à leur bureau jusqu'à 10h du soir. C'est ça la réalité. Alors quand tout à l'heure vous m'avez parlé des opérations Place Nette, là aussi, il faut être concret et dire la réalité des choses. Il y a un thermomètre dans la société qui ment pas, c'est celui des homicides, des gens qu'on assassine.
à l'heure actuelle, 80% des homicides commis en France le sont pour des guerres de gangs. Vous savez, entre les narcos, par exemple, 2023, 49 homicides à Marseille dans les guerres de gangs, etc. Des aides-mafias, tout ce que vous voulez, Yoda et tout ça. On ne peut plus, à l'heure actuelle, compter les seuls homicides, parce qu'il y a eu, dans les années 80-90, quelque chose d'extraordinaire, c'est une invention française, c'est les SAMU et les SMUR. Donc, depuis, on doit calculer ensemble les morts et les blessés graves. Je vais vous donner les chiffres, ça va durer une seconde. En 2020, 3 971 homicides et tentatives. En 2023, 5 067. Pendant les 4 dernières années, plus 28%, sous Monsieur Darmanin. Xavier Hofer est l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. On se retrouve dans un instant sur CNews et Europe 1. La suite du grand rendez-vous européen CNews Les Échos avec notre premier invité jusqu'à 10h30, Xavier Hofer, criminologue, et à mes côtés Jules Torres pour CNews et Stéphane Dupont pour Les Échos. Xavier Hofer, on parlait de Gérald Darmanin, le nouveau garde des Sceaux. Il forme un duo, en tout cas c'est ce qu'il affirme, ce n'est pas un duel, c'est un duo avec Bruno Retailleau à l'intérieur, qui a donc gardé son poste place Beauvau. Comment voyez-vous ce couple fonctionner ? On parle d'un retour de la droite forte à des postes stratégiques que sont l'intérieur et la justice. Là n'est pas le problème. Que deux individus s'entendent bien, on peut estimer que c'est possible, mais les deux hommes en question ont des cabinets. Et la première condition de la réussite et du passage du duel au duo, ça va être qu'ils matent leur cabinet et qu'ils se fassent obéir de leur cabinet. Très clairement, Monsieur Migaud s'était fait bouffer tout cru par le cabinet précédent qu'il avait en grande partie conservé, et il faisait des éléments de langage à la Dupond-Moretti, et puis rien de plus, quoi, pas grand-chose de plus. Mater un cabinet, c'est quelque chose de difficile. Monsieur Retailleau, dont les intentions sont excellentes, et je dis pas ça par hasard, parce que c'est ce que veulent en gros 80% des Français. Chaque fois qu'il y a un sondage, et Dieu sait si cette maison en fait d'excellent, régulièrement, à 8 fois sur 10, les Français disent qu'ils veulent la fin du bazar, et puis le retour de l'ordre, et puis pouvoir envoyer la petite chercher le pain sans qu'elle se fasse courser, des choses toutes simples comme ça. Et donc, quand vous avez une situation comme celle-là, il faut vous faire entendre de son propre cabinet. Monsieur Retailleau a du mal. Monsieur Retailleau a du mal. Depuis Monsieur Cazeneuve et jusqu'à Monsieur Darmanin y compris, le ministère de l'Intérieur a pris une très mauvaise habitude de trafiquer les chiffres. Les Français ne savent pas la réalité sur les affaires criminelles. Jules Torres pour le JDD. On n'a pas l'impression, Monsieur Hofer, pour l'instant, que ni Bruno Retailleau ni Gérald Darmanin soient bridés par leur cabinet. D'ailleurs, c'est un tandem aussi régalien qu'on n'a pas vu finalement depuis les années 86, le tandem Pasqua-Albin Chalandon. Est-ce que ça peut vraiment changer ? On savait que c'était une demande, par exemple, de Bruno Retailleau, qui a subi notamment les réticences idéologiques de Didier Migaud. On sait qu'on n'a pas eu de ministre de la Justice vraiment à droite, vraiment ferme depuis de nombreuses années. Est-ce que ça peut opérer un vrai changement radical, ou est-ce qu'ils n'ont pas les moyens et constitutionnels et administratifs et même législatifs ? L'appareil d'État français est le plus ancien du monde. Donc, à part le Vatican, mais c'est l'État-nation français est le plus ancien. Donc, tout ça se met en place progressivement. Les difficultés ne sont pas au début. Au début, c'est tout nouveau, tout beau. Mais mathématiquement, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, il va y avoir des tiraillements. Seront-ils capables de les surmonter ? N'auront-ils pas le réflexe du passé, à savoir de donner raison à leur propre boutique contre la boutique d'en face ? Sur quel sujet précisément il pourrait y avoir des tensions entre Bruno Retailleau et Gérald Darmanin ? Là, on le voit tous les jours. C'est-à-dire que quand la justice libère des gens dont les policiers pensent qu'ils auraient dû être mis en prison, ça c'est tous les jours. Tous les jours. Par exemple, récemment, je vous donne un exemple qui date de cette semaine. Il y a une pharmacienne qui s'est rendue compte qu'on lui avait enfoncé sa pharmacie. On a trouvé 2 individus en flagrant délit. Alors, ils sont trop beaux, si vous voulez, sous-OQTF, multirécidivistes, tout ce que vous voulez. Eh bien, la justice a dit qu'elle ne s'en sortait pas. Ils ont été libérés parce qu'il n'y avait pas assez de place en place de centre de rétention administrative. Interroger les syndicats de police, c'est tous les jours. Alors, à un moment donné, il va falloir que le ministre de la Justice dise à ses magistrats de garder les gens à l'intérieur
quand c'est nécessaire. Stéphane Dupont. Monsieur Hofer, ce que vous nous décrivez, c'est un peu une forme d'impuissance des politiques et la puissance de l'administration, ce que certains appellent l'État profond. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est cette administration qui dirige le pays et les politiques sont là pour faire un peu de la figuration, et d'autant qu'il reste maintenant quelques mois seulement au gouvernement, ou est-ce que les choses peuvent vraiment changer ? Alors, non, c'est pas fatal. Il y a eu dans le passé, un moment donné, où successivement, le ministère de l'Intérieur avait eu 2 ministres qui n'étaient pas, disons, merveilleux, à la suite de quoi Nicolas Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur. Il a fallu qu'il frappe, comme on dit dans les pays méditerranéens, sur un âne à moitié mort pour le réveiller. Et donc, il y est parvenu, il a remis le ministère de l'Intérieur sur pied. Ça n'est pas impossible. Celui qui me disait ça à l'époque, qui était préfet, qui était au ministère de l'Intérieur, était un préfet dans la tradition socialiste. Il a été admiratif du travail qu'a fait Sarko comme ministre de l'Intérieur, parce que ce sont des maisons qui peuvent dépérir, vous savez, surtout le ministère de l'Intérieur. Non, c'est pas une fatalité du tout, mais alors, ça tombe bien que M. Darmanin soit énergique, parce qu'il va avoir un travail infernal pour réveiller et pour remettre en ordre de bataille son ministère. Ça, je vous le garantis. Xavier Hofer, j'aimerais avoir votre expertise sur une déclaration qui est un peu passée inaperçue, mais qui interpelle. Le patron du renseignement territorial, Bertrand Chamoulot, a récemment déclaré que les 2 risques majeurs pour la cohésion nationale sont le narcotrafic et le séparatisme islamiste. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, sauf que ce ne sont pas 2 mondes séparés. Il y a entre eux des passerelles. Vous savez qu'il y a de nombreuses banlieues à l'heure actuelle où la police a du mal à entrer et il y a une espèce de bande armée sur place qui obéit des fois au patron des dealers et des fois à l'imam du secteur. Donc, c'est-à-dire que c'est lié, narcotrafic et islamisme sont liés selon vous ? Bien entendu. On a parlé des quartiers perdus de la République. Eh bien, dans ces quartiers qui prolifèrent depuis 40 ans, 200 à l'origine, 1400 aujourd'hui, il y a des zones dans lesquelles, au jour le jour, des livres sont écrits entiers là-dessus, récemment, sur l'influence des islamistes sur ces quartiers-là. Et donc, comme ce sont des quartiers dans lesquels il y a des familles claniques extrêmement importantes, dans une de ces immenses familles, il y a un cousin qui fait la drogue et l'autre qui fait la mosquée. Et donc, tout ça s'entend ensemble. Est-ce qu'on est dans un narco-État aujourd'hui en France, monsieur ? Non, bien entendu que non. Si l'appareil d'État veut prendre les affaires en main sérieusement... le ministre de l'Intérieur parle de mexicanisation de la société française. C'est exagéré. Il ne sait pas ce qui se passe au Mexique. Au Mexique, les bandits, les cartels ont des chars d'assaut et abattent des hélicoptères en vol. On n'en est pas quand même là. Il y a 39 à 40 000 homicides par an au Mexique, donc beaucoup plus que par proportion à la France. Non. Il ne faut pas utiliser... Même les Pays-Bas, même la Belgique ne sont pas des narco-États, sont des exagérations médiatiques, mais la situation y est grave. J'attire votre attention sur un point. Dans un seul port, en Belgique, à Anvers, l'année dernière, ont été capturés, on ne parle pas de ce qui a été livré, on parle de ce qui a été saisi par les douanes, 116 tonnes de cocaïne, 116 000 kilos. Si 116 tonnes ont été saisies, ça signifie qu'il y a 500 tonnes qui sont passées. Okay, c'est à ça qu'on a affaire. On a affaire à des gens qui sont prêts à donner 50 000 euros en billets à un docker pour qu'il regarde ailleurs pendant que la drogue est sortie. Donc c'est à ça qu'on a affaire. Mais bien entendu... la police en France, c'est 150 000 personnes. La gendarmerie, c'est 120 000. La sécurité privée, c'est 100 000 personnes. Si on veut, on peut. Ça, c'est sûr. Et justement, l'impensé souvent sur cette question du trafic de drogue, c'est l'aspect migratoire. On sait que, par exemple, il y a seulement 2% des containers dans le port du Havre qui sont contrôlés. Est-ce que vous êtes favorable, vous, possiblement, à une nouvelle loi immigration qui prendrait en compte la question du narcotrafic à l'intérieur de cette propre loi ? On sait qu'il y avait eu la loi Darmanin de l'an dernier. On sait que Bruno Retailleau envisage une loi immigration à possiblement voter dans l'année. Est-ce que vous posez ce diagnostic-là et vous y êtes favorable ? J'ai beaucoup de collègues et d'anciens étudiants qui sont des experts en droit pénal. Je pense que les nouvelles lois ne servent à rien et que d'ores et déjà, dans le code tel qu'il est, le code pénal tel qu'il est, qui a été initié sous M. Bérégovoy et finalisé sous M. Balladur, depuis il a été retouché, bien entendu, beaucoup de fois, ne serait-ce que sur le cyber, etc. Mais le fond est solide. Il faut l'appliquer. Il n'est pas appliqué à l'heure actuelle. Quand on rajoute des lois,
on complique la tâche des magistrats dont on a déjà... Notre arsenal législatif aujourd'hui en France est suffisant pour combattre ce narcotrafic qui a un chiffre d'affaires, on le dit, entre 4 et 6 milliards d'euros par an. Oui, je vais vous dire, un narcotrafic qui aussi a les moyens de corrompre aussi. Évidemment. Mais le code pénal tel qu'il est aujourd'hui, si vous l'appliquez à 100%, vous n'avez même plus le droit de respirer. Voilà. Donc, il faut commencer par appliquer. Je vais vous donner un exemple. L'an dernier, l'été, dernière semaine de juin, première semaine de juillet, il y a eu des émeutes en France. 60% des gens dans les émeutes étaient des mineurs. Il y a une loi dans le code pénal aujourd'hui même, l'article 227-17 du code pénal, qui dispose que tout parent qui a la responsabilité d'un enfant mineur, écoutez-moi bien, et qui met cet enfant en état de danger physique ou moral, est passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Pas une fois cette loi n'a été appliquée. Si on l'applique, eh bien, il y a la moitié des émeutes qui disparaissent. On sait que Gérald Darmanin veut faire évoluer la loi sur la question de l'excuse de minorité. Il l'a encore dit ce matin. C'est donc une mauvaise idée de rajouter une loi à la loi. Non, on peut faire des corrections à la marge. Cette histoire de considérer comme des mineurs des gaillards d'1,80 m qui sont plus forts que vous est absurde. Un mineur en 1945 et un mineur en 2024, ça n'a plus rien à voir. Mais naturellement, il faut faire des retouches d'efficacité en écoutant les magistrats. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'il y a un corps d'individus très savants en France qui sont détenteurs de la philosophie du droit. La philosophie du droit, c'est la société dans laquelle on vit. Ce sont les hauts magistrats. Écoutons les hauts magistrats. Ceux dans les sommets des cours. Ce sont des gens qui ont une expérience immense. Ils ont tout vu depuis le premier jour où ils étaient petits magistrats, aller ramasser un macabé dans la rue, jusqu'à être à la Cour de cassation. Il faut les écouter. Ils ont une vision sage et en France, on les écoute peu. Je pense qu'il faudrait les écouter et eux sont aussi contre la diarrhée législative de nouvelles lois sans arrêt. Xavier Hofer, pour conclure ce grand rendez-vous avec vous, dans 2 jours, ce sera la Saint-Sylvestre et chaque année, des centaines de voitures sont brûlées. Est-ce que des personnalités comme Bruno Retailleau, Gérald Darmanin que l'on a évoqué peuvent changer la donne face aux incivilités ou bien cette tendance est une fatalité ? Alors là, naturellement, dans 2 jours, tout ça est naturellement trop court. La France a, comme je vous disais, l'appareil d'État le plus ancien d'Europe, mais c'est un énorme paquebot. On ne le fait pas virer comme ça sur son air en 2 minutes. Donc, pour préparer une Saint-Sylvestre pénible, il faut 1 an. La suite du grand rendez-vous européen, les Échos, CNews, avec notre 2e invité. Bonjour Alain Madelin. Bonjour. À mes côtés pour vous interroger, Jules Torres pour CNews, Stéphane Dupont pour les Échos. Alain Madelin, vous avez été ministre de l'économie. Vous avez par la suite été candidat à l'élection présidentielle, c'était en 2002. 22 ans plus tard, notre économie s'est considérablement dégradée. La dette dépasse aujourd'hui les 3 300 milliards d'euros. Les seuls intérêts de la dette atteignent des montants records. Il devrait s'établir à 80 milliards d'euros d'ici 2 ans. Les agences de notation ne nous suivent plus. Moody's dernièrement a abaissé notre note souveraine. Alain Madelin, la France est le pays le plus endetté de la zone euro après l'Italie et la Grèce. Ouais. Sommes-nous en faillite ? Non. Tout simplement parce que les différents marchés financiers, comme on dit, dont nous dépendons, et qui nous mettent sous la pression de leur jugement, se disent en France, il y aura toujours assez de percepteurs, assez d'épargne pour que le moment venu, on récupère notre mise s'il devait y avoir un pépin. Mais on est sur la pente dangereuse où il y a la boule de neige qui commence, et plus la pente, plus on risque vraiment la catastrophe. C'est-à-dire la boule de neige, c'est le moment où vous devez emprunter, non pas pour faire quelque chose, mais pour payer simplement pour payer les intérêts de la dette précédente. Alors là, vous allez directement dans le mur. Et on est engagé dans cette direction-là. On sait qu'il y a une impasse et on vous propose de revenir en arrière. Et c'est là où j'ai une différence, peut-être avec tout le monde, c'est-à-dire revenir en arrière sur la même route, les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est Einstein qui disait, je crois, c'est une grande folie que de vouloir faire toujours la même chose en espérant que cette fois, on aura un résultat différent. Justement, Alain Madelin, le gouvernement Bayrou, est-ce qu'il va continuer à faire la même chose que les gouvernements précédents ? On a vu le gouvernement Barnier qui a voulait augmenter les impôts, qui était beaucoup de difficultés à réduire la dépense publique.
il y a semble-t-il en France une incapacité à réduire la dépense publique, vous qui êtes libéral. Attendez, il y a deux choses. Il y a, on peut parler de ce qu'il faudrait faire, par principe. Et puis il y a un problème d'une situation politique totalement absurde, d'un retour à la 4e République, etc., où il faut essayer de moyenner. François Bayrou a deux défauts. Le premier, c'est qu'il est raisonnable. Le second, c'est qu'il est raisonnable. C'est-à-dire, il est raisonnable, ce que j'admire, raisonnable dans la situation absurde dans laquelle on est, c'est pas vraiment un atout. Donc il va être obligé de moyenner avec les socialistes. J'ai rien contre, à la limite, d'affranchir les socialistes de la France insoumise. Ce serait une bénédiction pour le pays. Simplement, les socialistes d'aujourd'hui, c'est pas les socialistes de Rocard, c'est pas les socialistes de Delors. C'est les socialistes qui ont biberonné à LFI, qui ont signé un programme totalement absurde avec LFI. Il leur faudrait faire beaucoup de travail pour revenir à la social-démocratie, sauf que, compte tenu du futur là, qui est devant nous, j'espère qu'on va pouvoir en dire un mot, compte tenu du futur qui est devant nous, la social-démocratie, elle n'est pas adaptée à ça. Pas plus d'ailleurs que la droite, hein, pour être franc. Mais on est dans une telle rupture qu'on est obligé vraiment de faire du neuf. Et faire du neuf avec les socialistes tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est rigoureusement impossible. Et même s'ils devenaient revenir à la social-démocratie, il faudrait qu'ils fassent encore un effort supplémentaire. Mais tout le monde... Ça va être l'immobilisme. Oui. Vous l'avez connu comme ministre, quand vous étiez ministre ensemble, on lui avait déjà reproché. Quand Qui ça, François? Oui. Ah mais attendez, Ouais, j'aime bien François Bayrou, que les choses soient claires. C'est même une sorte de complice intellectuel pour moi. On parle depuis des années ensemble, et je sais bien ce qu'il pense. C'est pas toujours ce que je pense, mais le problème n'est pas là. Le problème est que je crois qu'il a au fond la carrure d'un homme d'État. Hein, et qu'il avait un créneau formidable à un moment donné. J'avais rien contre, hein, j'avais même écrit un petit bouquin sur le sujet avant même que Macron soit candidat. Je disais, on est à un moment où les Français aimeraient un peu de calme et rassembler des gens de gauche et des gens de droite compétents. C'est Macron qui a pris le créneau. Il n'a pas de chance, Bayrou. Oui. C'est Macron qui a pris le créneau et puis ensuite qui a gâché le créneau. Et maintenant, le retour à ce créneau, c'est difficile. Je crois que ce n'est plus possible. Les gens attendent autre chose. Ils n'attendent pas le plus petit dénominateur commun de l'ensemble des partis politiques. Ils attendent le plus grand entraîneur commun pour réinventer la France, réinventer la protection sociale, réinventer l'État et surtout faire face au choc du futur. Qui va être un énorme tsunami dans les années qui viennent. Mais ça veut dire prendre des mesures radicales aujourd'hui, et si oui, lesquelles ? Mesure radicale, j'aime pas le mot, parce que je suis pas un radical. J'ai une très grande audace sur les réformes, ce qui, quand vous êtes audacieux, quand vous êtes audacieux, de raisonnable, l'audace, que c'est. Oui, quand vous êtes audacieux, en tout cas, n'exclut pas l'habileté pour mettre en place vos réformes. Alors, vous me disiez de quoi je parle. Bah, si je parle de réinventer l'État, par exemple, il faudrait repasser toutes ces fonctions. L'État d'aujourd'hui n'est pas l'État de demain. En France, nous souffrons d'une maladie qui est l'étatisme. Et d'une maladie depuis maintenant au moins des décennies. Et le dernier budget en équilibre, c'était en 1973. Depuis, en avant la dépense publique, sans limite. Et si on ne peut pas mettre des impôts nouveaux, on fait la fuite en avant dans la dette. Ce qui fait que nous avons, vous le savez, le record de la dépense publique, le record de l'endettement, le record des prélèvements obligatoires. Bref, on est dans une situation d'impasse aujourd'hui. Si vous voulez réinventer l'État, il faut essayer de repenser ses fonctions dans le futur. Juste un mot de ce futur, hein, pour dire l'importance de la réinvention qu'on est obligé de faire. On vit une mutation. En réalité, on ne vit pas une crise, on vit une mutation. Du vieux monde d'hier, au fond de la vieille société industrielle, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des industries du futur, hein, mais de la vieille société industrielle vers la société de la connaissance numérisée. C'est une révolution mondiale. C'est les nanotechnologies, c'est l'ADN,
c'est les sciences du cerveau, et c'est maintenant ce formidable moteur que représente l'intelligence artificielle. C'est la locomotive, au fond, du progrès, de cette formidable vague de sciences et de progrès technologiques. L'intelligence artificielle, on imaginait, dans le début de l'an 2000, j'ai travaillé un peu avec les gens de la Silicon Valley à ce moment-là, on imaginait, allez, en 2045, l'intelligence artificielle aura rattrapé l'intelligence humaine. Ah bon ? C'est impossible, disait tout le monde. Ouais, mais nous, à la Silicon Valley, on pense que... On les regardait comme des drôles d'oiseaux. On n'est pas loin. Aujourd'hui, si vous prenez le modèle 403 de nouveau qui vient de sortir de ChatGPT, on est à 87,5%, il y a peut-être un peu de marketing dans ce chiffre, mais 87,5% de l'agence générale, de l'intelligence générale, qui était l'objectif de 2045. C'est-à-dire que cet objectif, on peut l'imaginer autour de 2030. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça va bouleverser, des agents d'informatique artificielle, d'intelligence artificielle qui travaillent entre eux, qui se discutent entre eux. Moi, je monte une boîte un petit peu pour faire ça, qui discutent entre eux sur les choses les plus compliquées qui soient, y compris avec des prix Nobel, si vous voulez. Comment on met ça à profit, Alain Madelin, pour changer les choses? Alors, il y a urgence, là. Là, vous parlez de... D'abord, vous avez tout à fait raison. Donc, pardon ? On a l'impression d'être à la rue avant d'aborder cette révolution. Oui, on sait. Et alors aujourd'hui encore, le progrès fait peur. Et la France est un pays qui, face à quelque chose qui arrive, aime bien la protection. Hein, nous sommes le pays de la ligne Maginot, pour faire simple. Et quand il y a un vent qui se lève, il y avait un proverbe chinois qui disait ça, il y a des gens qui font des murs pour se protéger et d'autres qui font des moulins à vent. Et donc il faut être bien sûr aujourd'hui dans le camp des moulins à vent pour tenir compte, tirer tout le parti de tout le progrès qui est en train d'arriver. D'autres pays vont le faire. Donc la question est de savoir si on va rester à la traîne de ce progrès. Ou si on va en profiter. De créer les moulins, de construire les moulins. Les moyens, Microsoft, Amazon, Meta, ces grandes entreprises dépensent des centaines de milliards juste en infrastructures d'intelligence artificielle. Pardon, la France et même dans une autre mesure, l'Europe n'est pas capable aujourd'hui d'arriver à une telle hauteur de financement. Donc on a perdu cette révolution numérique. Non, pas du tout. On n'a pas du tout perdu. La France, d'abord, dans cette révolution, c'est un grand pays de découverte. C'est un pays d'explorateurs, c'est un pays de bâtisseurs. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on gâche nos talents. On étouffe la société, on étouffe les énergies. Mais au fond de nous-mêmes, on a tout pour réussir. Regardez le miracle de Notre-Dame. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est aperçu que quand on avait la volonté, on le pouvait, à une condition. Enlever les normes. Enlever tous les obstacles qui sont sur notre chemin et faire confiance aux hommes, aux artisans, faire confiance à la liberté. Eh bien, c'est le message de Notre-Dame qu'il faut mettre, au fond, dans l'ensemble de la société. Alors, vous dites, on n'a pas d'argent. En tout cas, on en a moins que ces grands GAFAM. Vous nous parlez de simplification, dites qu'il faut supprimer les normes, libérer les énergies, mais tous les gouvernements, depuis des années, nous disent, vous allez voir, on va faire un choc de simplification et on va libérer les énergies et tout va aller mieux. Est-ce que je peux, avec votre autorisation, répondre à l'une question et à l'autre question ? Je ne peux pas les mélanger. Hein. L'argent d'abord. L'argent, il est mondial. On est au fond dans une grande piscine mondiale remplie d'argent. Nos argents locaux, la banque centrale, notre banque centrale, c'est un petit bocal de poisson rouge immergé dans cette grande piscine d'argent, pleine d'argent. Et l'argent va au talent. On a les talents, mais avec un certain nombre d'obstacles, notre argent ne va pas au talent. Ce sont nos talents qui vont vers l'argent. Ce sont nos meilleurs talents qui sont attirés par les salaires mirobolants, l'univers de liberté que l'on leur donne dans la Silicon Valley. Donc on a les talents, ils sont là. Le vrai problème, c'est qu'ils émigrent. Le problème, il faut faire exactement l'inverse. Il y a de les garder. Mais oui, bien sûr, il faut les payer très cher. Il n'y a pas de miracle, donc il faut faire venir l'argent, donc il faut avoir de beaux projets qui exaltent les financements. Franchement, on a les moyens de faire cela. Il ne faut pas du tout être pessimiste. Il ne faut pas se dire qu'on va le faire avec de la dépense publique.
Ça, c'est la grande illusion française. La dépense fait la croissance, ou la dépense va faire l'innovation. Non, non, non et non. Il faut faire confiance à la liberté. On a besoin d'un choc de liberté. Et comment la libérer ? Alors, entrave sur le chemin de la liberté. Vous avez totalement raison. De ministre en ministre, on dit, cette fois-ci, c'est fini. Moi-même, dans mon premier ministère, en 1986, je me suis dit, tiens, je vais faire une commission de simplification administrative. Donc j'ai fait une commission de simplification administrative, depuis tous les gouvernements en ont fait, hein, et je me suis rendu compte tout de suite que c'était une impasse. Pourquoi ? Parce que la complexité, elle n'est pas dans l'administration, la complexité, elle est dans les lois. Quand vous faites des lois complexes, des lois qui sont en contradiction, des lois qui viennent de l'Europe qui se surajoutent dessus, vous avez une telle complexité qu'il faut faire des décrets d'application, etc., pour essayer d'y voir clair. Et bon, on va d'y voir clair dans un instant. Alain Madelin, je me permets de vous couper. À tout de suite sur Europe 1 et CNews, la suite du grand rendez-vous. Je vous en prie, quelles sont les clés aujourd'hui pour simplifier notre modèle puisque... Alors d'abord, une idée de l'ampleur. 400 000 normes, 11 500 lois, 130 000 décrets et une machine européenne qui fonctionne au rythme d'une dizaine de directives par jour. Ouvrable. On est noyé. Et moi, je ne m'en prends pas à la bureaucratie. La bureaucratie, les fonctionnaires, si vous voulez, ils sont obligés de devenir bureaucrates compte tenu de cette avalanche qu'ils sont obligés d'appliquer. Vous avez d'abord un vrai problème, c'est que vous faites des lois très compliquées elles-mêmes, mais qui ne correspondent pas à la diversité de la vie. C'est une loi générale. Par exemple, vous faites les 35 heures pour tous, etc. Et vous constatez qu'à l'arrivée, vous êtes obligé de vous appliquer cette loi à des situations particulières. Et donc, vous êtes obligé de faire des tas et des tas de décrets. La bonne méthode, c'est d'essayer de revenir totalement en arrière dans le fatras des lois. L'empereur l'avait fait avec le Code civil, par exemple, qui a été un modèle pour le monde entier. Il avait pris, au fond, le fatras de toutes les lois et de toutes les coutumes de l'Ancien Régime pour en faire quelque chose de clair. Je vais vous donner un exemple que je connais bien et sur lequel on fera bientôt une proposition. Le Code du travail. Voilà un exemple qui chagrine bien évidemment tous les jours les employeurs en raison de sa complexité. Je vous dis que l'on peut faire un Code du travail en 20 pages. Pourquoi ? Parce que la loi, la Constitution dit qu'en matière de droit du travail, la loi fixe les principes. Elle ne rentre pas dans le détail. Donc revenir à une loi d'ordre public qui fixe les principes et qui ensuite, pour son application, fait confiance au contrat avec les salariés eux-mêmes lorsqu'ils sont en possibilité de négocier un contrat en position de force, un contrat collectif avec les partenaires sociaux. Je n'étends pas sur ce point. Vous voulez mettre au chômage tous les politiques parce que c'est eux qui votent les lois, c'est même leur tâche principale. Non, c'est quelque chose d'amusant, mais voter des lois de principe, c'est quand même un beau boulot. Au fond, je vais revaloriser le métier, si vous voulez. En attendant, Alain Madelin, on a un nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, qui doit composer un budget. Éric Lombard, ce matin, invite tous les partis à Bercy. Il veut trouver des compromis et il précise bien tous les partis. Son prédécesseur, Antoine Armand, on s'en souvient, avait dans un premier temps exclu le Rassemblement national. Cela avait un peu suscité la polémique. Éric Lombard devrait donc recevoir Marine Le Pen dans les prochains jours. Est-ce que c'est la bonne méthode, selon vous, pour établir le budget ? Oh, c'est une méthode cinématographique. Je ne sais pas ce qui sortira de la rencontre entre notre nouveau ministre et la France insoumise. L'antagonisme est bien évidemment beaucoup trop fort. Mais bon, admettons qu'il le fasse, c'est très bien. Et puis il y aura peut-être en dehors de la France insoumise, il y aura peut-être quelques échanges constructifs. La vraie question, c'est que le gouvernement est piégé. Il n'a aucune majorité pour faire un bon budget. Donc il est obligé de bricoler aujourd'hui dans des coups de rabot, avec une méthode aveugle un peu dans les budgets, et des petits coups de taxation tout aussi stupides. Et donc quand vous revenez devant l'Assemblée nationale avec un tel budget, les types surenchérissent dans les coups de rabot
aussi stupides que possible et les taxations aussi bêtes que possible. Et vous arrivez à l'arrivée à une sorte de monstre. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il faille faire comme ça, mais bon, c'est un autre sujet, c'est pas moi qui suis ministre. Il faut garder la loi spéciale, alors continuer le budget, on pourrait, ça pourrait être... Bon, si vous voulez, moi, ce que j'aurais fait dans cette position-là, j'aurais fait ce que ferait n'importe quel ménage, au fond. Il y a les huissiers à la porte, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, j'essaie de vendre ce que je peux vendre. Qui ne m'embête pas. Donc nous avons des participations dans des tas d'entreprises privées. Exemple Orange, exemple les bijoux de famille. Safran. Pas des bijoux de famille. Là, l'État n'a rien à faire dans ces entreprises, heureusement. Mais je vends la moitié de leur participation. Je récupère 20 ou 30 milliards. Donc l'effort, il est déjà beaucoup plus faible à faire. Et puis ensuite, je n'aurais pas mis ça pour tout de suite. J'aurais dit, il y a ce que l'on peut faire tout de suite. Oui. Et puis, il y a ce que l'on va essayer de faire dans les 6 mois. Car à ce moment-là, un ministre intelligent qui veut faire des économies, avec un délai de 6 mois, il peut faire ce qu'on appelle un budget base zéro. Oui. C'est-à-dire, je ne prolonge pas les courbes, mais j'essaie de réinventer, de repenser toutes les fonctions. C'est un budget base zéro, ça existe dans le monde. Il y a des techniciens à la Commission de Bruxelles qui peuvent nous aider. Il y a des techniciens à la CEDE qui peuvent nous aider. Et à ce moment-là, vous arrivez avec quelque chose de solide. Et même une formidable réinvention de l'État si vous avez un peu d'imagination. On ne s'oriente pas du tout là-dessus. Non, vous me demandez... Il déclare... Mais vous me demandez ce que je ferais à la mi-février. Non, mais... Il va plutôt partir a priori sur la mouture qui a été celle de Michel Barnier pour laquelle il a été renversé et non pas pour justement un nouveau budget. Est-ce que c'est une erreur ? Vous me demandez ce que je ferais. Alors moi je vous réponds, deuxième chose, je regarderai dans les impôts. Le vrai problème aujourd'hui de la France, c'est la croissance. On est en panne de croissance depuis longtemps et la croissance, ça change tout. Si j'ai une croissance à 1%, mon revenu double tous les 72 ans. Vous vous rendez compte ? Donc j'ai le sentiment d'être complètement en panne. Et donc j'ai le sentiment d'une injustice sociale que mes enfants resteront en panne, comme je le suis moi-même. Si j'ai une croissance à 3%, mon revenu double tous les 24 ans. Une petite génération. Donc c'est bien. La génération d'après, mes enfants, ça sera le double de ce que j'ai. Et à ce moment-là, vous avez des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui ne sont pas dans l'idée que je n'ai aucune utilité dans la société, mes enfants seront plus pauvres que moi. Vous voyez, le drame social qui est celui de... Ça, on a déjà entendu ça 10 fois. Il faut que la croissance revienne en France. C'était le pari d'Emmanuel Macron, le pari de Nicolas Sarkozy. Très bien, vous l'avez entendu, mais vous n'avez pas eu de politique qui va avec. Je prends un exemple, donc. Vous avez des tas d'impôts en France qui sont des impôts qu'on appelle à effet Laffer, c'est-à-dire... à un moment donné, prélever moins, ça entraîne davantage de recettes parce que j'étais trop haut et je tuais l'initiative. On l'a vu d'ailleurs, comme vous le savez, on l'a vu sur la flat tax ou sur l'impôt sur les sociétés. On les a baissés et on a obtenu davantage de recettes. Donc je regarderai tous les impôts qui permettent d'augmenter la croissance, d'augmenter les recettes, d'augmenter la croissance aussi, donc, et que je devrais baisser pour obtenir cet effet. Baisser les impôts pour augmenter la croissance. Là, c'est contradictif, mais c'est ce qu'on peut faire. Troisième exemple. Il y a des tas de secteurs où, réfléchissez, d'un côté, on prélève beaucoup trop d'impôts, et de l'autre côté, en réalité, on subventionne beaucoup trop. C'est particulièrement vrai dans les entreprises. Il y a au moins 120 milliards ou 140 milliards de subventions. Donc on peut troquer, je dis ça à la louche, la moitié, 60 milliards, tout de suite, rapidement, échange. Donc petite annonce Madelin, échange, baisse des subventions contre baisse des impôts et davantage de liberté. Vous voyez que vous avez... Voilà, ça, ce sont des vraies politiques. Ça, c'est le diagnostic. Madelin... Non, c'est une politique, c'est pas un diagnostic, c'est une politique. Des annonces, mais le ministre de l'économie annonce ce matin que des impôts pourraient augmenter, mais j'aimerais revenir avec vous sur un autre point. C'est dans le bricolage que vous dénoncez ce matin pour la constitution de ce budget. Il y a un point crucial, c'est la réforme des retraites. Les oppositions qui vont se retrouver dans le bureau d'Éric Lombard cette semaine veulent une suspension de cette réforme des retraites. Ils n'ont pas tort. Ah bon ? Elles n'ont pas tort. Quoi ? Vous, à la Madelin, qui défendez la retraite par capitalisation, vous expliquez que les oppositions n'ont pas tort de demander la suspension de la réforme des retraites ? Il y a 3 choses. 1, la bonne réforme, telle que j'ai soutenue,
c'était la réforme de la retraite par points. L'État s'est comporté comme un gougnafier en sabotant une bonne idée. C'est le Covid. Non. Si. Ça a été abandonné au moment de la réunion. Non, c'est pas ça. C'est que la retraite par points, c'est la retraite choisie. C'est la retraite c'est ce à la que voulait faire carte. Édouard Philippe. C'était la réforme qu'avait lancée Édouard Non, Philippe. non. Édouard Philippe a saboté cette réforme. A saboté la réforme Macron en introduisant un âge pivot. Or, faut choisir. Ou c'est la retraite à la carte, ou c'est la retraite à un certain âge. Donc on a mis deux choses dans le même panier en les priant de s'arranger gentiment ensemble. C'était impossible. Et d'ailleurs, ça aboutit à une retraite qui était effectivement nulle. On l'a remplacée par un autre système de retraite qui n'est pas bon. Franchement, il n'est pas bon. François Bayrou partage totalement cet avis. Totalement cet avis. Et de là le suspendre. Alors, la question de la suspension, on va en dire un mot. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, pour sauver la retraite par répartition, il faut un choc des devenir... Oui, non, mais ça, vous la sauverez pas, la retraite par répartition. Mais il faut, compte tenu des modifications de l'emploi, de la démographie, etc., dans le futur, l'idée que l'on puisse aujourd'hui, franchement, dire... Vous allez prendre votre retraite maintenant et voici dans 42 ans ce qu'il en sera. Compte tenu du tsunami de progrès que je vous ai annoncé. Pour moi, c'est une idée folle. Donc, bon, admettons. Et d'autant qu'en 2070, il y aura 1,3 cotisants pour un seul retraité. Il y a 50 ans, c'était 4. On n'est plus au programme du Conseil national de la résistance où les choses ont un peu changé et vont encore beaucoup changer. Donc, je reviens à cela. Vous pouvez supprimer un âge de référence. C'est un âge totem pour la droite. Il faut avoir le plus loin possible. Ça prouve la virilité d'un gouvernement. Et puis, à gauche, il faut l'avoir le plus bas possible parce que c'est ce qu'il y a de plus social. C'est idiot, on s'en fout de l'âge pivot, en réalité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir, il y a des tas de pays qui l'ont très bien, mais on n'en a pas besoin. Ce qui compte, en réalité, vous pouvez prendre votre retraite à l'âge que vous voulez. Simplement, si vous la prenez plus tôt, vous touchez moins. Si vous la prenez plus tard, vous touchez plus. À l'heure actuelle, c'est pas tout à fait le cas. Si je la prends plus tôt, j'ai un mécanisme dans certains cas qui est un mécanisme de décote. Donc je la prends avec moins d'argent et j'ai une décote qui rajoute encore moins d'argent. Ce n'est pas juste. Deuxièmement, vous avez quelque chose qui fait une angoisse des gens sur l'âge pivot. Si vous avez moins cotisé, vous touchez moins. C'est un peu logique, non ? Non. Si vous avez moins cotisé, vous touchez moins, c'est logique. Si vous avez moins cotisé, vous touchez moins et vous avez en plus une décote, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce que je suis en train de vous dire, ça s'appelle en jargon administratif ou assurantiel, ça s'appelle la neutralité actuariale. Il faut que ça soit neutre, ce que je dis. En plus, vous avez quelque chose qui est un frein psychologique. Moi, je veux bien, j'ai compris qu'il fallait que je prenne ma retraite plus tard. Et puis, comme j'ai la propriété de ma maison, je peux peut-être la prendre plus tard. Mais ce que vous disent les gens, tout naturellement, si vous remettez une retraite à 65 ans ou 66 ans demain, je vois autour de moi ce qu'il en est des gens qui sont mis au chômage à 55 ans, voire moins. Qu'est-ce qui me garantit que j'aurai encore un emploi à 67 ans ? Et ça, je vous dis que c'est terrible. C'est ce qui mine totalement cette réforme. Donc, voilà. Donc, une retraite avec pas d'âge pivot, quand vous voulez, simplement, c'est ce que faisait la loi Touraine de Hollande. La loi Touraine disait, on retarde de l'âge de la retraite de quelques mois, d'année en année. Et c'est cette pointe-là qu'il faut calculer, de façon à ce qu'on ait suffisamment les recettes. Et je sais qu'au fond, c'est ce que Bayrou trouve de juste. Maintenant, devait-il le faire tout de suite, en disant voilà ce que je fais ? Merci à mon avis, il aurait pu avoir le culot. Ou devait-il le faire en disant on va prendre quelques temps pour réfléchir ? Il a choisi la deuxième voie. C'était le grand rendez-vous d'Alain Madelin. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche à l'écoute d'Europe 1 et de